À 23h17, Dar es Salaam s'est brutalement figé, révélant en 7 minutes la fracture d'un pays présenté comme immuable. Cette obscurité fulgurante a renversé la promesse de stabilité entretenue depuis des décennies, exposant le paradoxe entre ordre proclamé et fragilité réelle. Que signifie, pour une jeunesse qui refuse de plier, ce silence imposé, surtout lorsque Ibrahim Traoré y voit le reflet d'une bataille bien plus ancienne? Dans cette faille brève, un continent entrevoit soudain la lumière qu'on cherchait à cacher. La coupure de Dar es Salaam n'a pas seulement plongé une capitale dans le noir, elle a ouvert une brèche où se joue la compréhension d'un continent qui avance entre contrôle et dignité. Ce récit promet d'expliquer comment une simple panne devient une boussole politique, révélant les forces invisibles qui structurent la relation entre pouvoir, jeunesse et information. Car derrière 7 minutes de silence gît une question plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un État perd la maîtrise de son propre récit, tandis que la population découvre la puissance de ses réseaux humains? Les premières heures l'ont montré. Les écrans éteints ne neutralisent pas la circulation des idées, ils la transforment. Et si cette transformation prend racine en Tanzanie, elle retentit jusqu'aux capitales voisines, où les dirigeants observent avec prudence la capacité des jeunes à contourner chaque verrou numérique. C'est là que résident les enjeux. Comprendre ce que cette panne signifie pour la stabilité régionale, mesurer ce qu'elle dévoile sur la respiration collective d'un continent, et anticiper les lignes de fracture qui pourraient, ailleurs, suivre la même trajectoire. La première révélation est tombée avant l'aube. Les données de NetBlocks ont enregistré une chute de 90% du trafic national en moins de 7 minutes. Ce chiffre, brutal et sans ambiguïté, a suffi à renverser l'hypothèse d'un simple incident technique. Dès cet instant, la panne s'est imposée comme un basculement, révélant une fragilité longtemps enfouie sous l'image d'une Tanzanie présentée comme le cœur stable de l'Afrique de l'Est. Pendant des décennies, le pays avait incarné une forme de calme institutionnel. Pas de coup d'État, pas de guerre civile, une cadence politique régulière qui rassurait chancellerie et investisseurs. Mais cette lenteur, pour une jeunesse née connectée, avait fini par se transformer en cage. Sur les campus de Dar es Salaam, ce sentiment d'enfermement s'est cristallisé à la seconde, où les écrans se sont éteints. Les premières heures ont fait émerger les mêmes gestes que ceux observés ailleurs sur le continent lors de moments de tension. Étudiants cherchant un signal introuvable, familles tentant de contacter leurs proches, journalistes isolés par l'absence de relais. Dans ce vide numérique, les voix se sont recomposées autrement. Aïcha, 22 ans, fut parmi les premières à proposer un langage de résistance. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. Son message, diffusé juste avant l'extinction totale, a circulé comme un souffle partagé entre les campus. Ce souffle, depuis Ouagadougou, a retenu l'attention d'Ibrahim Traoré, qui y voyait une continuité avec les éveils populaires ayant précédé la rupture du Burkina Faso avec certaines tutelles extérieures. Pour lui, ce qui émergeait à Dar es Salaam n'était pas une agitation isolée, mais le signe d'un continent en train de relire sa propre histoire. Ainsi, la panne la plus courte de l'histoire récente tanzanienne révélait un phénomène bien plus profond. Un peuple découvrant que le silence imposé peut devenir l'étincelle d'une coordination nouvelle, tenace, organique, inattendue. Au cœur de Dar es Salaam, alors que la ville se débattait encore dans l'ombre numérique, une figure discrète était devenue le fil conducteur d'un mouvement naissant. Aïcha, étudiante en journalisme, dont le selfie sous les lampadaires a fini par symboliser une jeunesse refusant l'effacement. Dans les premières heures, elle n'avait ni stratégie, ni équipe dédiée, seulement une intuition. Si les réseaux officiels se taisent, il faut en créer d'autres, plus modestes, mais plus tenaces. C'est ainsi que la bibliothèque universitaire s'est transformée en quartier général improvisé, où les étudiants ont mis en place des liaisons hors ligne, partageant tracts, messages et fragments d'informations via clés USB. Ces initiatives locales
ont déclenché les premiers effets tangibles dans la ville. Les chauffeurs de taxi ont commencé à transporter des rumeurs et des bulletins entre deux checkpoints. Les journalistes bannis ont monté des sites publics, des sites miroirs depuis l'étranger. Et les maires des quartiers périphériques ont accroché aux étals les photos de leurs fils disparus. Une circulation parallèle, humaine, s'est construite dans l'ombre de la coupure. Depuis Ouagadougou, ces signaux ont retenu l'attention d'Ibrahim Traoré. Il y voyait un écho familier, une respiration que rien ne peut totalement étouffer, même quand un État pense maîtriser le silence. Sa lecture des événements donnait une profondeur inattendue au premier geste d'Aïcha, qu'il percevait comme la manifestation d'une dignité en mouvement, capable de transformer la peur en impulsion collective. Au fond, la question qui se dessinait déjà était simple. Jusqu'où peut aller un peuple lorsqu'il comprend que la voix ne dépend pas d'un réseau, mais d'un lien? La nuit s'est ouverte comme une déchirure. À 23h17, la coupure frappe. 7 minutes suffisent pour rompre 60 ans de stabilité supposée. Les écrans s'éteignent, la ville cesse de respirer, et dans ce vide, une onde se met en marche. Quiche-Roate. Les premiers instants ressemblent à un accident. Quelques téléphones figés, des appels impossibles, des rues soudain sans lueur. Mais l'obscurité gagne trop vite pour être un simple bug. À Kimar et Kinandoni, des bureaux de vote commencent à fumer. Et alors que la connexion revient par à-coups, projetant sur les écrans les flammes qu'elle cherchait à cacher. Les jeunes sortent dans les couloirs des dortoirs, cherchant un signal absent. Aïcha remarque que le silence s'installe avec une précision presque calculée. Les tracts improvisés remplacent les messages, les murmures traversent les campus. Le pays ne parle plus. Il cherche à comprendre ce qui lui est retiré. Chaos, trao. À l'aube, les rues se remplissent. Les vendeurs frappent leurs casseroles. Les taxis klaxonnent en rythme. Les pancartes proclament. La vérité ne peut pas être débranchée. Les forces de l'ordre tirent les premières grenades. Les nuages de gaz couvrent Morogoro. La stabilité tant vantée vacille. Les journalistes bannis lancent des sites miroirs depuis l'étranger. Les chauffeurs prennent le relais, transportant des fragments d'informations d'un quartier à l'autre comme des signaux battant contre le silence. Le gouvernement tente de regagner la maîtrise du récit en diffusant de la musique patriotique sur les chaînes d'État, images d'écoliers saluant le drapeau. Mais la ville n'écoute plus. Elle respire au rythme de ses propres réseaux humains. Dans les résidences universitaires, Aïcha et son groupe créent les premiers UAZ, un protocole rudimentaire mais efficace. Les messages circulent via clé USB, puis se multiplient dans des campus reliés par des trajets clandestins. Plus la coupure s'intensifie, plus la coordination s'organise. Le silence nourrit l'action. Du Tchad. À Dodoma, la présidente Samia Suluhu Hassan réunit son cercle rapproché. Rideaux tirés, rapports classés, top secret. Conseillers murmurant que les jeunes sont organisés. Le pouvoir ajuste sa stratégie. Réduire encore la connectivité, bloquer les téléphones satellites, assigner des journalistes à résidence. Ce raidissement provoque un effet inverse dans la population. Un deuxième réseau, humain et indétectable, se lève. Dans les quartiers assez populaires, les mères accrochent les photos de leurs fils disparus, comme des affiches de vérité. Dans les cafés, les VPN instables deviennent les seules brèches. Dans les taxis, les conversations portées par les passagers contournent chaque barrière. La nuit suivante, les chars arrivent. La ville ne recule pas. La peur change de forme. Elle devient mémoire. Elle devient voix. Elle devient mouvement. La transition vers les données commence par le constat le plus net. Le trafic national s'est effondré de 97 minutes. Un recul trop soudain pour relever l'IV d'une panne ordinaire. Cette baisse radicale matérialise, mieux qu'un discours, le moment où un État perd le contrôle de son propre flux d'informations. À travers ce delta violent, la question n'est plus de savoir si la coupure est accidentelle, mais de comprendre pourquoi elle s'est déclenchée précisément au moment où les bureaux de vote commençaient à brûler. Le deuxième indicateur
révèle un autre pan de la fracture. Le shilling tanzanien a perdu 8% de sa valeur en moins de 48 heures. Une chute brève mais significative, reflétant la panique des investisseurs face à une instabilité qu'ils pensaient improbable. Ce recul n'est pas seulement financier. Il exprime la manière dont une panne numérique finit par contaminer la perception internationale de la gouvernance, transformant un silence local en onde économique régionale. Le troisième chiffre marque l'élasticité inattendue de la société. Les connexions VPN ont augmenté de 300% durant la même période, indiquant la façon dont la répression stimule paradoxalement la circulation de l'information au lieu de la restreindre. Cette hausse n'est pas anodine. Elle montre que plus le pouvoir coupe, plus la population cherche ses propres routes pour continuer à exister dans l'espace numérique. Autour de ces trois deltas se dessine une géographie du silence. Quartiers plongés dans le noir, étudiants déconnectés, journalistes censurés, familles cherchant leurs proches à travers des réseaux improvisés. L'effondrement du trafic devient la mesure d'un étouffement. La chute du shilling reflète l'érosion de la confiance. L'essor des VPN décrit la résistance organique qui se met en place. Ces données ne relèvent pas d'un tableau abstrait. Elles racontent comment une société réagit lorsque l'État tente d'enfermer le récit dans un couloir unique. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré lisait ces chiffres avec une attention particulière. Pour lui, chacun de ces deltas évoquait un précédent vécu au Burkina Faso, lorsque la population avait dû contourner des structures perçues comme trop étroites pour contenir l'expression collective. Sa note adressée à ses ministres le résumait ainsi. Quand le flux tombe, c'est la dignité qui vacille. À travers cette lecture, les données tanzaniennes devenaient un miroir, révélant un motif récurrent sur le continent. L'idée qu'un excès de contrôle finit par générer la coordination qu'il voulait empêcher. À mesure que les chiffres se stabilisaient, un paradoxe apparaissait. La coupure, censée maintenir l'ordre, avait accéléré l'émergence d'une conscience politique nouvelle. Les rapports universitaires l'ont confirmé. Dans les 72 heures suivant la panne, une majorité de jeunes interrogés déclaraient ne plus faire confiance aux sources officielles. Le delta n'était pas seulement technique, économique ou numérique. Il était générationnel. Ce chapitre quantifié laisse alors un constat limpide. Les chiffres, parfois, parlent de plus fort que les discours. Dans le cas tanzanien, il dessine le point de bascule où le silence cesse d'être prudence et devient fracture. Deux visions se sont affrontées au grand jour dès que Dar es Salaam s'est éteinte. La première, défendue par le gouvernement tanzanien, repose sur une logique familière à de nombreux États africains. Une coupure d'Internet serait un acte de prudence, censé contenir la désinformation dans les moments sensibles. Selon ce raisonnement, la stabilité nationale nécessite parfois un court silence pour éviter un chaos durable. Cette approche s'enracine dans l'héritage d'après-indépendance, où préserver l'ordre exigeait de contrôler les flux, qu'ils soient politiques, médiatiques ou sociaux. Aux yeux du pouvoir, la panne n'aurait été qu'une mesure temporaire, un outil technique pour gérer une situation inflammable, un filtre destiné à calmer un paysage informationnel perçu comme dangereux. La seconde vision, portée par la jeunesse, inverse totalement cette logique. Pour elle, le silence n'est pas un remède, mais la maladie elle-même. Couper la parole revient à couper le souffle, comme l'indiquaient les slogans tracés à la craie sur les murs des campus. L'argument central est simple. Une stabilité imposée n'a aucune valeur si elle nie la dignité. Les étudiants rappelaient qu'un État n'a pas à protéger la population d'elle-même et que chaque VPN installé ou tract imprimé illustre la fragilité d'un ordre bâti sur la peur. Dans cette perspective, la coupure n'a pas prévenu le chaos, elle l'a révélé sous une autre forme. Face à ces deux visions, la réalité observée dans les heures qui ont suivi la panne apporte une réponse implicite. Les chiffres ont montré une augmentation de 300% des connexions VPN, signale que la société n'a pas cherché le silence, mais ses propres chemins pour continuer à communiquer. Les journaux indépendants, même bloqués,
ont ressurgi via des sites miroirs hébergés hors du pays. Les mères des quartiers pauvres ont accroché des photos de leurs fils disparus, refusant que l'obscurité devienne une tombe narrative. Et depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré soulignait que la coupure n'avait pas ramené l'ordre. Elle avait produit un second réseau organique, impossible à contrôler. Ainsi, dans cette confrontation d'arguments, c'est la donnée la plus simple qui tranche. Lorsqu'un État éteint le flux, la société rallume la voix. Le silence dévoile sa vraie nature. Au milieu de la crise, un basculement subtil s'opère. Ce que le pouvoir croyait dissimuler apparaît soudain comme une preuve tangible de sa propre inquiétude. Les rusées de Dar es Salaam ne se contentent plus de réagir. Elles observent, décryptent, recomposent les signaux qui passent entre les checkpoints, les taxis et les dortoirs. La coupure cesse d'être un écran noir et devient un miroir, révélant la peur derrière le contrôle. Dans cette zone charnière, Aïcha comprend que la métaphore a changé de direction. Si la stabilité doit être protégée à coups de silence, c'est qu'elle n'existe déjà plus. Les réseaux maillés hors ligne s'étendent, les tracts circulent plus vite que les ordres, et les chansons chuchotées deviennent des relais de vérité. À cet instant, le rapport de force n'est plus numérique, il devient humain. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré perçoit ce glissement comme un signal stratégique. Non pas l'annonce d'un effondrement, mais l'apparition d'une nouvelle cohérence. Un peuple qui cesse d'attendre la permission pour se dire vivant. Le midpoint n'est donc pas un point mort. C'est l'instant où la crise commence réellement à parler. Les premières heures suivant la coupure ont dessiné 4 cercles d'impact, chacun révélant une facette du séisme qui a traversé la Tanzanie. Ce ne sont pas des catégories théoriques, mais des réalités vécues, celles du peuple, de la presse, des étudiants et des voisins du continent. Le peuple. Dans les marchés de Dar et Salaam, les femmes ont continué à vendre sous le regard des soldats, mais leurs gestes remplaçaient désormais les mots qu'elles ne pouvaient plus prononcer librement. Les bracelets marqués UAZ passaient discrètement de main en main, transformés en serments silencieux. Dans chaque ruelle, les conversations se réduisaient parfois à des regards. Mais ces regards se racontaient davantage que les déclarations officielles. Le peuple ne criait pas, il persistait. Et cette persistance, alimentée par le souvenir des bureaux de vote incendiés, devenait un langage parallèle. 2. La presse. Dans les rédactions où les rideaux restaient tirés, les journalistes travaillaient dans une semi-clandestinité nouvelle. Un rédacteur du Citizen a disparu après avoir publié un article sur la panne, créant une onde de peur dans un milieu déjà vulnérable. Les correspondants étrangers dépendaient soudain des réseaux étudiants pour comprendre ce qui se passait réellement. Les bulletins officiels parlaient d'ordre rétabli, mais les statistiques internes montraient une défiance atteignant 72%, niveau inédit depuis l'indépendance. La presse, même affaiblie, devenait l'un des espaces où la fissure entre récits officiels et réalité quotidienne apparaissait avec le plus de netteté. 3. Les étudiants. Dans les campus, la répression forgeait paradoxalement une solidarité nouvelle. Les enseignants fermaient les yeux sur les tracts distribués la nuit. Les laboratoires se transformaient en salles d'impression et les dortoirs devenaient des relais d'information. Chaque arrestation faisait éclore 3 contes anonymes diffusant la même chanson, Sauti ya Uhuru. Cette musique, reprise dans 8 universités de la région, donnait un rythme commun à une jeunesse jusque-là fragmentée. Les étudiants ne s'opposaient pas seulement à une coupure, ils construisaient un langage politique partagé. 4. Les voisins africains de Nairobi à Ouagadougou, les réactions se multipliaient, des graffitis reprenant les mots d'Ibrahim Traoré, la dignité et la véritable richesse de l'Afrique, apparaissaient dans plusieurs capitales. L'Union africaine appelait au calme, mais ses communiqués semblaient creux face à l'énergie circulant entre les jeunes du continent. La panne tanzanienne devenait une référence, un repère.
La preuve qu'une coupure locale peut déclencher une conversation transnationale sur la liberté d'information et la légitimité du contrôle. Au final, ces 4 sphères ne sont pas indépendantes. Elles respirent ensemble. Le peuple endure, la presse éclaire, les étudiants coordonnent, les voisins amplifient. Dans cette respiration partagée, la Tanzanie découvre que le silence imposé peut devenir un point de départ, jamais une fin. Les 6 à 12 mois qui suivent une rupture aussi dense ouvrent 3 trajectoires possibles pour la Tanzanie. Elles ne prédisent rien avec certitude. Elles décrivent plutôt les conditions permettant d'imaginer comment un pays gère un peuple qui a redécouvert sa propre voie. 1. Scénario de base. Dans cette voie, le gouvernement maintient un contrôle numérique strict. Les réseaux sont surveillés, les leaders étudiants placés sous contrôle judiciaire et les médias soumis à une autocensure prudente. L'économie se stabilise lentement, mais le dialogue social demeure gelé. Les autorités parlent d'ordre retrouvé, mais la méfiance s'enracine, nourrie par les souvenirs des bureaux de vote incendiés et de la coupure de 7 minutes. Dans ce scénario, le pays avance, mais avance sans parole. La stabilité revient, mais reste fragile, car elle se construit sur un silence qui n'est pas choisi. Passé. Scénario optimiste. Ici, la pression combinée des investisseurs africains, de la diaspora et des campus pousse l'État à ouvrir une fenêtre. Une autorité indépendante de cybersécurité apparaît, chargée de garantir la transparence. Les universités réintègrent Aïcha et ses camarades. La plateforme UAZ devient un programme régional soutenant la liberté d'information. Les médias retrouvent un espace minimal de respiration. Ce scénario ne fait pas disparaître la tension, mais transforme la panne en point de départ d'une conscience civique. La Tanzanie devient laboratoire, un pays qui accepte d'apprendre de son propre basculement. 3. Scénario noir. Dans cette dérive, le pouvoir resserre son contrôle. Les lois restreignent l'usage des VPN, les ONG sont accusées d'ingérence et certaines capitales voisines imitent ce modèle musclé. Le silence se normalise. La peur devient un outil administratif. Pourtant, même dans ce cadre, la logique observée à Dar et Salam persiste. Plus la lumière s'éteint, plus des réseaux humains se lèvent. Et les paroles d'Ibrahim Traoré, rappelant qu'un État qui apprend à se taire force sa jeunesse à réapprendre à parler, résonnent comme un avertissement. Entre ces 3 trajectoires, une seule certitude subsiste. Aucune coupure ne peut empêcher un peuple de se chercher lui-même. La question désormais n'est pas ce que l'État veut contrôler, mais ce que la société accepte de devenir. Dans chaque crise, il existe une zone intime où le politique rejoint le personnel. La panne de Dar et Salam n'a pas seulement touché un État, elle a interrogé chacun sur sa propre capacité à résister au silence. Pour les plus jeunes, habitués à vivre dans un flux constant, l'extinction soudaine des écrans a révélé une vérité simple. La connexion n'est pas seulement un outil, c'est une manière d'exister ensemble. Beaucoup y ont vu leur propre impatience, leur refus d'être spectateurs passifs lorsque le récit se fracture. Pour les adultes, souvent témoins d'autres périodes d'incertitude, l'image d'Aïcha debout sous les lampadaires rappelait une histoire familière, celle d'une génération qui réclame ce que la précédente n'a jamais complètement obtenu. Les parents reconnaissaient dans cette jeunesse le courage qu'ils avaient parfois dû étouffer et la peur que l'on réapprend à nommer lorsque les rues deviennent zones de confrontation. Les aînés, eux, y ont vu un écho à leur mémoire la plus profonde. La voix d'Ibrahim Traoré rappelait des pages anciennes, celles où un continent cherchait à parler par lui-même, sans traduction extérieure. Son insistance sur la dignité réveillait le fil oublié reliant des décennies de lutte à une jeunesse qui refuse désormais la résignation. Pour les spectateurs qui suivent aussi cette histoire derrière leurs écrans,
La question devient alors plus personnelle. Qu'est-ce qui se passe lorsque la voix se coupe autour de nous? Attend-on que la lumière revienne ou décide-t-on d'apprendre à parler autrement? La panne tanzanienne montre que parfois, ce choix n'est pas théorique. Il devient une façon de mesurer ce que chacun est prêt à défendre lorsque le récit vacille. Dans cette intersection entre trois générations, jeunesse, adultes, aînés, une vérité se dessine. Personne n'est totalement extérieur à ce qui s'est joué dans le noir. Face à une coupure qui a reconfiguré l'espace public, la Tanzanie n'a pas seulement révélé une faille, elle a offert un mode d'emploi involontaire pour que la voix survive, même lorsque le réseau tombe. Ce manuel improvisé repose sur 4 gestes précis, déjà visibles dans les heures qui ont suivi l'extinction. 1. Construire des réseaux maillés hors ligne. Les étudiants ont relié les campus grâce à des clés USB, des trajets rapides et des relais humains. Leur méthode n'a rien de spectaculaire, mais elle montre que la circulation de l'information peut exister sans dépendre d'une infrastructure centralisée. Ce modèle réduit la vulnérabilité face aux coupures ciblées. 2. Archiver la vérité. Les journalistes exilés ont monté la base uasi.org pour documenter les disparitions et les témoignages. La logique est simple. Un peuple qui archive sa douleur transforme la peur en mémoire transmissible. Ibrahim Traoré a cité ce principe lors d'un sommet à Ouagadougou, rappelant qu'aucune crise ne doit rester sans trace. 3. Renforcer les relais humains. Chauffeurs, enseignants, commerçants sont devenus des vecteurs d'information. Cette capillarité organique a devancé les serveurs bloqués, prouvant que la communication peut reposer sur des communautés plutôt que sur des câbles. Elle offre une résilience que même les coupures coordonnées peinent à briser. 4. Éduquer à la lucidité numérique. L'université de Dar es Salaam a lancé un programme sur la littératie éthique afin que chaque jeune puisse identifier manipulation, silence stratégique ou propagande. Sans cette lucidité, la liberté d'expression demeure vulnérable. À travers ces étapes, une idée dominante s'impose. La réponse ne consiste pas seulement à contourner les coupures, mais à construire des structures capables de transformer chaque panne en prise de conscience durable. Sur les marches de l'université de Dar es Salaam, une simple bougie vacillait, encore, portée par Aïcha comme un dernier fragment de lumière dans une nuit saturée de gaz et de silence. Ce geste, d'abord fragile, a survécu à la coupure, aux chars, aux grenades. Et c'est précisément cette ténacité silencieuse qui en a fait un symbole. La flamme tremblait, s'inclinait, puis se redressait, dessinant la respiration d'un peuple qui refuse de disparaître. À des milliers de kilomètres, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette image sur un écran discret. Il n'y voyait ni héroïsme imposé, ni spectacle de crise, mais une continuité, le même souffle que celui qui avait traversé Ouagadougou en d'autres nuits difficiles. Pour lui, la lumière d'Aïcha n'était pas un signe exotique venu de l'Est. Elle rappelait ce que la dignité parvient toujours à rallumer lorsqu'on tente de l'étouffer. Ce moment suspendu rapproche 2 capitales qui ne se connaissaient pas, l'une cherchant à éteindre la vérité, l'autre cherchant à l'écouter. Et dans cette rencontre silencieuse entre une bougie et une voix, la Tanzanie retrouve ce que la coupure avait voulu effacer, la certitude qu'aucune obscurité ne peut étouffer une mémoire en marche. Raconter Dar es Salaam, ce n'est pas seulement revenir sur une panne, c'est comprendre ce qu'elle révèle en chacun de nous. Une coupure de 7 minutes peut sembler lointaine, mais elle pose une question qui traverse les frontières. Comment réagissons-nous lorsque la lumière se retire et que la voix hésite? Certains y verront un avertissement, d'autres une invitation à réfléchir à la manière dont nos sociétés protègent ou étouffent leur propre souffle. Cette histoire n'appelle pas à la confrontation, mais à la lucidité. Elle invite à regarder sans détour ce que les jeunes Tanzaniens ont rappelé. Le silence n'est jamais neutre, et la dignité n'a pas besoin d'autorisation pour exister.
Si cette vidéo ouvre un débat, qu'il soit calme, ouvert et partagé. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, soutenir ce travail ou rejoindre la discussion, vous pouvez vous abonner et laisser votre point de vue. Chaque voix compte, surtout lorsqu'un simple fil de lumière suffit à rallumer le reste.